Des sujets qui vous interpellent ici en Outaouais. Voici Louis-Philippe Brûlé. OK, on en parle moins, mais la COVID est toujours là. D'ailleurs, en Ontario, il y a une certaine inquiétude. Là, je ne veux pas dramatiser non plus. Pour faire le point, Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais, est avec nous comme à tous les lundis. Salut Patrick. Salut LP. Donc, l'analyse des eaux usées qui se fait en Ontario, on apprenait en fin de semaine qu'il y a une tendance à la hausse de la circulation du virus de la COVID. Tendance légère pour l'instant, mais dans toutes les régions de l'Ontario. Est-ce qu'on devrait s'en inquiéter étant donné qu'on relâche les mesures sanitaires et que l'hiver n'est pas encore terminé, Patrick? Oui, c'est clairement une situation à surveiller. Donc, tu viens de le dire, les mesures qui se relâchent lentement mais sûrement. Là, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a d'autres mesures, par exemple au Québec, là, qui tombent. Donc, on le voit en Ontario, dans toutes les régions, il y a une augmentation, somme toute légère, mais une augmentation. Okay, de la transmission du virus. Donc, on peut la détecter, cette augmentation-là, à partir des eaux usées. Donc, c'est un outil que l'Ontario utilise depuis quand même déjà plusieurs mois pour avoir un portrait, disons, global de ce qui se passe dans les différentes villes. Donc, on voit cette tendance-là à la hausse. Donc, il faut surveiller sans entrer dans une panique parce que, bon, on le sait, là, on l'espère, le beau temps va revenir et la transmission devrait être moindre. Mais quand même, avec Omicron, et l'hiver n'est pas terminé, et le relâchement des mesures, là, ça se peut qu'on ait une augmentation de cas. On le prévoyait et ça semble se matérialiser là, dans ce qu'on peut détecter en Ontario. En même temps, si on veut être rassurant, premièrement, il y a tellement de monde qui l'a attrapé cet hiver que ça amène une certaine immunité. Et le pourcentage de personnes vaccinées est excellent, donc moins de risques de complications aussi, là. C'est exactement ça. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on surveille la situation, mais je ne crois pas qu'il y a raison de s'inquiéter là, outre mesure, comme quoi il y aurait un retour des mesures. Je pense pas, on n'est pas là. Mais c'est une tendance à la hausse, donc il faut la surveiller. Oui. Au moins, en Ontario, ils savent, ils ont cette information-là, oui. Ce qu'on ne fait pas au Québec, puis je comprends pas, surtout qu'on a arrêté de faire des tests dans la population en général. Ben, écoute, c'est tellement une façon, on va dire, relativement simple. Le processus comme tel est assez compliqué, mais tu n'as pas à tester des dizaines de milliers de personnes comme on le faisait avec les tests rapides. C'est des échantillons d'eau pris à différents endroits, soit dans une ville ou dans la province, et ça nous donne un portrait global de ce qui se passe. Donc, je comprends pas pourquoi le Québec s'est privé de cet outil-là, facile, relativement rapide aussi à utiliser, qui donne un portrait là, sur ensemble de ton territoire. Donc, il y a clairement eu un manque de ce côté-là ici. Ben oui, l'information, c'est la base là, dans n'importe quelle guerre. Puis là, on parle d'une guerre contre un virus qu'on est probablement en train de gagner, puis tant mieux. Puis en plus, l'analyse des eaux, ça vient pas monopoliser le personnel médical. Là. C'est fait par des firmes externes. Oui, c'est des laboratoires, c'est des gens qui travaillent dans le domaine en microbiologie, mais qui ne sont pas dans le milieu hospitalier. Donc, tes ressources hospitalières sont conservées pour faire le travail sur le terrain, mais en même temps, tu as des gens un peu en parallèle qui font ce travail-là. Donc, il y avait que des avantages, je trouve. Là. Puis ça fait déjà quand même plusieurs mois, là, sinon une année que l'Ontario fait ça, puis le Québec n'a pas emboîté le pas. Là. Donc, je ne la comprends pas, celle-là. OK. Question que plusieurs personnes se posent, Patrick, alors qu'il y a de plus en plus de cas de réinfection depuis l'arrivée du variant Omicron. À quel point on risque d'attraper la COVID à peu près à chaque année, comme c'est le cas avec les grippes? Est-ce que les deux types de virus se comparent à ce niveau-là? Il y a une comparaison qui peut être faite. C'est pas pareil exactement. Donc, on sait, par exemple, que le coronavirus est plus facilement transmis que la grippe. Mais oui, pour répondre à la question, la réponse, c'est oui. Donc, on voit une tendance justement à ce que l'infection devienne endémique. Donc, le virus serait constamment présent sur le territoire. Et les coronavirus, il y a deux choses qu'on pourrait dire là, qui favorisent justement l'infection chaque année. C'est que ce sont des virus, bon, on le voit, là, qui subissent des mutations, donc ils changent. Donc, en changeant, notre système immunitaire le reconnaît moins. Et aussi, ce sont des virus qui induisent une réponse immunitaire qui est de plus courte durée. Donc, c'est pour ça, écoutez, moi, je suis rendu à 45 ans, donc je dois en avoir eu, je sais pas, moi, presque une centaine, sinon peut-être 200 rhumes dans ma vie. La plupart des rhumes sont causés, pas la plupart, mais certains rhumes sont causés par des coronavirus. Donc, j'ai été infecté, réinfecté, parce que les virus soit changent ou parce que mon immunité finit par diminuer avec le temps. Donc, après 1 an, 2 ans,
si le même virus revient, je pourrais être réinfecté. Donc, le même phénomène pourrait être vu avec la COVID. Ce qu'on espère, c'est que ces réinfections-là seront un petit peu plus bénignes et ne vont pas monopoliser les centres hospitaliers là, à chaque hiver. Mais oui, les chances sont qu'on va avoir des réinfections de COVID, comme on a des réinfections de rhume ou de grippe. Ce qu'on espère aussi, c'est qu'on sorte un vaccin à un moment donné qui, non seulement vienne diminuer les complications et les décès, mais aussi la transmission, ce qu'on n'a pas pour l'instant. Puis d'ailleurs, il y a une étude qui semble dire que c'est positif dans ce cas-là avec un vaccin intranasal comme dose de rappel qui pourrait peut-être permettre justement d'empêcher la transmission. Oui, parce que le vaccin intranasal là, offre un avantage supplémentaire contrairement à l'injection intramusculaire. Intramusculaire, ça va favoriser le développement de certaines cellules immunitaires et d'un certain type d'anticorps qu'on appelle les IgG, qui, eux, circulent surtout dans le sang. Mais le virus, avant, par exemple, d'atteindre notre sang, doit entrer par les muqueuses, qu'elles soient buccales, nasales. Et en recevant le vaccin par voie nasale, on va favoriser le développement d'un autre type d'anticorps qui s'appelle les IgA, comme l'épicerie, mais ça n'a rien à voir. Donc, les IgA, eux, vont être spécialisés ou vont rester, dans les muqueuses. Donc, ils vont pouvoir neutraliser les virus directement à l'endroit où à la source d'entrer. Donc, en mauvais français, Patrick, là, avec un vaccin intranasal, on shoot à la bonne place. On shoot à la bonne place. On favorise le développement de réponses immunitaires localisées. Donc, le virus n'a pas le temps de se rendre, par exemple, dans vos poumons puis de causer les problèmes qu'on connaît. Donc, ça serait vraiment un outil très intéressant qui agirait peut-être pas plus rapidement, mais qui favoriserait le développement de réponses immunitaires au bon endroit. Donc, ça serait vraiment quelque chose d'intéressant. Puis, pour ceux qui ont peur des piqûres... c'est ça que j'allais dire. Ben oui. Ouais. En plus, ça dans le nez. Ouais, tu respires. En plus, il n'y a pas de piqûre. Et pour l'instant, là, les études démontrent que c'est très efficace là, avec les souris, les hamsters, les furets, les singes. Alors, ça pourrait... bientôt. C'est ça. Bientôt, c'est quand? Ça pourrait être l'année prochaine, puis j'ai l'impression qu'ils vont peut-être attendre de voir aussi quelle est la tendance au niveau, est-ce que c'est Omicron qui persiste, est-ce que c'est un autre virus qui arrive. Donc, on va peut-être travailler sur un vaccin peut-être plus, sur un virus, on va dire, plus récent, parce qu'on ne veut pas travailler avec l'ancien virus. Là, je pense que ça, c'est plus d'actualité. Mais la technologie est là. On a déjà certains vaccins contre la grippe qui sont comme ça, qui sont intranasaux. Donc, qu'on le fasse pour le coronavirus, je pense que c'est une suite logique. Puis ça risque d'être un outil là, fort puissant et intéressant. Avant de te laisser, le Canada vient de faire l'achat de 100 000 doses d'un médicament préventif, toujours contre la COVID, produit par AstraZeneca, qui n'est pas encore approuvé par Santé Canada, mais je pense que ça s'en vient. Qu'est-ce que ce médicament va amener de plus que les autres, Patrick? Oui, c'est un médicament. Là, c'est la chose intéressante, c'est qu'il travaille en prophylaxie, donc c'est pour un peu plus la prévention. Donc, puis ça vise surtout les personnes qui sont plus vulnérables, qui ont des risques de comorbidité, des choses comme ça, immunosupprimés. Donc, c'est un anticorps monoclonal. En fait, c'est une combinaison de 2 anticorps monoclonaux, donc des anticorps qui sont spécifiquement conçus pour lutter contre un virus donné. Donc, ces anticorps-là qu'on vous injecte vont neutraliser les virus avant même qu'ils aient le temps de faire des dommages. Donc, comment ça fonctionne? C'est que si quelqu'un est immunosupprimé, a été en contact avec un ami, membre de sa famille, qui, lui, est positif. Donc, on pourrait lui administrer ce traitement-là, ce qui ferait en sorte que ça préviendrait l'infection. Donc, ça, c'est vraiment un des nouveaux médicaments qui prévient et non pas qui guérit, comme le Paxlovid ou le Molnupiravir. Est-ce que ça agit plus vite que le vaccin? Il va agir plus rapidement parce que, dans le fond, quand on a un vaccin, c'est nous qui devons fabriquer nos propres anticorps. Oui. Là, on vous injecte des anticorps qui sont déjà préformés. C'est clé en main. Ils sont déjà prêts à lutter. Donc, dès l'injection, là, quelques heures après, ils vont faire leur job, ces anticorps-là. Donc, c'est vraiment plus intéressant pour la rapidité et ils sont maintenus dans le corps pendant plusieurs jours, voire semaines, ce qui n'était pas le cas pour les anticorps monoclonaux là, qui existaient déjà. Donc, c'est vraiment un outil là, qui risque d'être, encore une fois, intéressant pour les personnes les plus vulnérables. Oui, bien, il y a beaucoup d'espoir dans ta chronique aujourd'hui, Patrick. Merci beaucoup. Oui. Ça fait du bien. On en a besoin. Oui. Voilà, Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.